vie a changé depuis que je suis CEO. Je dors un peu moins bien. 12 ans avant d'être CEO. Oui. C'est pas long. J'ai gardé pendant ces 12 ans la même envie d'en découdre et la même envie de soulever des montagnes. L'entrepreneuriat, c'est aussi accepter un sens du risque qui fait que tout peut s'arrêter demain. Et vous êtes à combien de CA environ ? On va encaisser en 2025 180 millions d'euros de primes. Pour cette génération, l'animal de compagnie a une place très particulière. On parle aujourd'hui de pet parent. Il est venu quand ce petit déclic ? Il y a quelque chose qui m'a touché, c'est un virus. Je te le dis Yacine, c'est un virus qui s'appelle... Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. J'ai une première question toute faite. Depuis quand t'es CEO et est-ce que ta vie a changé, Hugues, depuis ce titre de CEO ? Alors Yacine, je suis CEO depuis février 2022. Donc ça fait maintenant un petit peu plus de 3 ans. Et la réponse est oui, ma vie a changé depuis que je suis CEO. Je dors un peu moins bien. C'est le sommeil qui est le plus impacté ? Le stress aussi un peu, on va pas se mentir. C'est sans doute lié, mais quand on prend des responsabilités comme celle de CEO, le métier ne s'arrête pas à 18h, à 19h, à 20h. Les responsabilités sont présentes à l'esprit. On parle souvent de charge mentale pour les femmes qui prennent en charge beaucoup de choses. Il y a aussi une charge mentale très particulière du CEO qui fait qu'effectivement, je dors un petit peu moins bien depuis 3 ans et demi. Mais c'est pour la bonne cause. Je fais une dédicace à toutes les CEO qui, en plus de ça, sont mamans. Absolument. Chapeau bas, bon, même si on n'a pas de chapeau, mais voilà. Je voulais savoir juste une chose. Est-ce que tu es capable de faire une corrélation entre le fait que tu ne termines plus ton job, en tout cas dans ta tête, à 18-19 heures, et peut-être l'aspect utile de ton job auprès de la société ou des personnes que tu embauches ? Est-ce que tu te sens plus utile aujourd'hui ? Je me sens à la fois utile et responsable. Les deux vont de pair, ouais. Utile parce que je crois que le produit et le service qu'on propose rend service aux propriétaires d'animaux de compagnie. On leur permet de pouvoir couvrir leurs dépenses vétérinaires, quoi qu'il arrive pour leur animal de compagnie. Je me sens responsable de nos clients, bien sûr, mais aussi de nos équipes. Mais tu l'étais déjà avant d'être CEO, quand même. Oui, j'étais directeur général, mais c'est pas tout à fait la même chose. En tant que CEO, on regarde un peu plus loin. On a une vision qu'on porte. Et dans cette vision, on n'est jamais seul. On a une vision d'entreprise qui se construit avec des équipes. Et donc, oui, je me sens extrêmement responsable également des équipes qui m'ont rejoint. Et nous sommes maintenant à peu près 500 dans le groupe. Donc, ça fait beaucoup de responsabilités. Avec un petit rachat au UK, et on va parler de plein de choses. Bon, je vais te laisser présenter Santévet, mais juste avant ça, que les gens s'accrochent bien. La première des choses, c'est que je ne crois pas que tu sois né avec l'idée d'être entrepreneur. Pourtant, tu l'es devenu via une histoire familiale. Et spoiler, souvent j'en reçois en ce moment où ça vient des parents, mais toi, ça vient de ton frère. Alors, ça vient de mon frère et de mon père qui était entrepreneur. Eh ben attends, je coche les deux cases. Je coche les deux cases. Ouais, pas facile à dire cette phrase, mais c'est toi qui t'es lancé dedans. Non, et on va revenir, évidemment, on va parler aussi d'assurance, et on va parler d'argent, et on va parler de sinistres, et on va parler des NAC, nouveaux animaux de compagnie. Absolument. J'ai fait mes devoirs. Absolument. Bon, allez, Hugues, mets-toi dans peut-être la situation la plus confortable de ce podcast. Qu'est-ce que Santévet ? Santévet, c'est une société de courtage en assurance santé animale qui a été fondée par mon frère en 2003, avec une idée toute simple, c'est effectivement de pouvoir prendre en charge le remboursement de frais vétérinaires, comme c'est le cas pour nous en santé humaine. Alors l'idée lui est pas venue comme ça tout seul. Mon frère était dans l'écosystème vétérinaire, il travaillait pour un grand laboratoire, je peux le nommer, qui s'appelle Vétoquinol. Il avait une grande culture déjà de l'écosystème vétérinaire, propriétaire de chiens, de chats. Et puis un jour, avant de partir en vacances, c'était en juin, il se retrouve avec un chien tout d'un coup qui a eu un petit accident de parcours, l'emmène chez le vétérinaire et le vétérinaire lui annonce qu'il faut opérer le chien. Ce chien s'appelait Grigou. Et Grigou, tout d'un coup, s'est retrouvé dans la balance entre est-ce qu'on continue à partir en vacances ou est-ce qu'on fait opérer le chien. Et je pense que financièrement, tu veux dire ? Financièrement, parce que le montant était très important
Et évidemment, avec les enfants de mon frère, mes neveux, mes nièces, la question s'est posée, est-ce qu'on soigne Grigou ou est-ce qu'on part en vacances? Et c'est comme ça que mon frère, ça a été un événement vraiment déclencheur pour lui de se dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas une mutuelle, une assurance qui nous permette de prendre en charge ces frais vétérinaires, comme c'est le cas pour nous en santé humaine. Et il l'a créé. Par contre, je veux savoir, vous êtes parti en vacances ou vous avez... Alors lui, il est quand même parti en vacances, mais c'est vrai que ça a été vraiment l'événement déclencheur. Mais et à partir de là... Il là... a sauvé son chien quand même. Il a sauvé son chien. Ouais, ok, me dis pas qu'il est parti en vacances et qu'il... Non, il a sauvé son chien. Ça a été un événement déclencheur qui l'a amené à réfléchir, à regarder. En France, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Groupama avait un contrat d'assurance santé animale, mais pas très connu du grand public. Et en revanche, il est allé regarder ce qui se passait dans d'autres pays en Europe. Et en particulier, il est allé en Grande-Bretagne. Il s'est aperçu que déjà à l'époque, en 2003, le marché était très mature en Grande-Bretagne, avec un taux d'équipement très élevé. Aujourd'hui, il est à peu près de 35%. À l'époque, il était aux alentours de 25%. Et donc, il est allé étudier, regarder, rencontrer des acteurs anglais pour voir comment ils construisaient des produits d'assurance santé animale, quelle était l'économie de ce produit d'assurance un peu particulier. Il est allé également en Suède rencontrer la direction d'Agria, qui est un des grands acteurs aussi de l'assurance santé animale en Europe. Nous, on était nuls en France. Si je pense qu'on était complètement, en tout cas, à côté de la plaque sur l'assurance santé animale. Elle a démarré en 1976 en Grande-Bretagne et au début du siècle en Suède. Donc, ce sont des pays qui ont maintenant une profondeur de marché très grande. Le taux d'équipement en Suède est de plus de 80%. En Grande-Bretagne, il est de 35%. Et en France, il reste encore relativement faible parce qu'il faut 30, 40 ans pour construire un marché dans le secteur de l'assurance et en particulier de l'assurance santé animale. J'ai envie de dire kudos à ton frère, mais sur une seule chose, et tu vas très vite comprendre. Je voulais l'opposer à toi. Je voulais savoir qu'est-ce que toi, tu faisais en 2003 à ce moment-là. Et surtout, comment toi, tu l'as vu? Est-ce que tu avais, donc là tu vas peut-être nous parler de ton père, mais un référentiel de quelqu'un qui voit une frustration, qui la vit et qui se dit je vais créer quelque chose from scratch, de rien, quoi. Alors ça, je l'ai vécu avec notre père, qui est un chef d'entreprise qui a eu l'occasion de monter peut-être 5, 6, 7 entreprises depuis les années 50. Et j'ai vu notre père... Quand je disais tout à l'heure que je perdais le sommeil, moi j'ai vu notre père inquiet de ces entreprises. Il avait des entreprises dans le secteur informatique. Il a été un des premiers à informatiser des chambres de commerce en France. À l'époque, quand j'étais gamin, je jouais avec les cartes perforées. Et ensuite, il y avait la salle des ordinateurs, comme on l'appelait. C'était une salle un peu de science-fiction avec des grandes armoires et des disques qui tournaient. Et j'avoue qu'on était, mon frère et moi, mes 2 frères et moi, absolument fascinés par ce monde de l'informatique qui était naissant. Mais la vérité, c'est que mon père a monté ses entreprises avec son propre argent et non pas avec des fonds d'investissement. À l'époque, ça n'existe pas, ces financements-là. La maison, à un moment donné, était en caution à la banque, pour pouvoir financer, obtenir des crédits, pour pouvoir poursuivre le développement de l'entreprise. Et je pense que mon père a eu quelques sueurs froides. Il nous a permis de vivre dans de très bonnes conditions familiales pour ma mère, pour mes frères. Donc il réussissait avec ses Il a réussi, mais je dirais à quel prix? C'est-à-dire que moi, j'ai vu mon père travailler le week-end et je me souviens dans une crise d'adolescence que j'ai pu avoir vers 15-16 ans, je lui ai dit, mais papa, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais à la maison. Est-ce que le jeu en valait la chandelle dans ta tête à ce moment-là? Écoute, ça c'est une très bonne question et je vais te répondre en ricochet. Mes enfants m'ont fait le même reproche. Et tu les comprends? Mes enfants m'ont fait le même reproche. Même si moi, je ne travaillais pas autant que mon père, tous les week-ends, jusqu'à 10h du soir. Mais il se trouve que mes enfants, comme tous les enfants, à un moment donné, font un peu le procès de leurs parents. Et quand ils ont été adolescents, ils ont estimé que je n'étais pas assez présent, que mon épouse n'était pas assez présente parce qu'elle a un travail très prenant, elle aussi. Et on a eu ce même reproche. Et c'est curieux parce que ça m'a fait comme une sorte de Madeleine de Proust. Ça m'a rappelé quelque chose. Et je me suis dit, waouh, ce que moi j'ai reproché à mon père, mes enfants me font le même reproche. Mais en vrai de vrai, nos parents, ils nous disent des choses. Tu l'as dit, la crise d'ado, c'est se rebeller. Mais en vrai, je considère que l'éducation qu'on va transmettre à nos enfants, que je n'ai pas encore, donc je crois que je peux parler de manière totalement biaisée, tu vois.
Mais j'ai l'impression que ce sera toujours une réaction en biais, c'est-à-dire soit 100% d'accord, soit 100% en désaccord. Oui. Moi, je veux savoir là-dessus, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, il n'y avait rien de sexy dans ta tête jusqu'à tes 15-16 ans. Et on le redit, tu peux peut-être nous raconter un petit peu comment tu es rentré dans Santé Vet jusqu'à devenir DG, puis ensuite CEO, qui n'est pas encore le même job, mais avant ça, il est venu quand ce petit déclic? Yacine, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai eu la chance, quand j'étais adolescent, de pouvoir vivre au Mexique pendant 2 ans, parce que mon père était chef d'entreprise, il a monté une entreprise au Mexique. Donc, hablas espagnol, quoi. Hablo espagnol, perfectamente. Et de 79 à 81, j'ai vécu au Mexique, j'ai vu un père chef d'entreprise, j'ai vu la liberté qui était aussi celle du chef d'entreprise, et qui est un métier dont il me parlait avec passion. Et on ne peut pas, je pense, être chef d'entreprise sans passion. Donc c'est la passion qui... Je pense que là, il y a quelque chose de très fort, il y a une passion qui a été contaminante de la part de notre père sur deux de ses fils, parce que le troisième a fait une autre carrière. Il fait quoi juste le troisième? L'aîné est maintenant en retraite, mais il a été juriste dans des très grands groupes. Et lui n'avait pas, pour le coup, cette fibre entrepreneuriale qui est en gros un goût du risque. Mais il avait de la passion. Il avait de la passion, il a été juriste, et c'est aussi un métier où on est engagé avec passion. Mais on n'est pas sur les mêmes registres. L'entrepreneuriat, c'est aussi accepter un sens du risque qui fait que tout peut s'arrêter demain. Tout peut s'arrêter demain. Et ça, c'est quelque chose parfois qu'on n'imagine pas quand on voit certaines réussites d'entrepreneurs. On ne sait pas non plus qu'en France, depuis le début de l'année, il y a 60 000 faillites enregistrées. Et on ne se rend pas compte que créer une entreprise, c'est accepter que tout puisse s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est ça aussi qui fait la saveur de cet engagement entrepreneurial. C'est un petit peu... ce sentiment que oui, ça peut s'arrêter, et ça donne une sorte d'adrénaline ou de dopamine qui donne envie de continuer, de se battre contre vents et marées, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui fait la fibre pour moi d'un véritable entrepreneur. C'est une passion, un produit ou un service, avoir identifié évidemment un client, savoir structurer son entreprise pour, je dirais, accompagner la croissance des entreprises. Mais au bout du bout, au fond, il y a l'esprit d'entrepreneur, c'est avoir le sens du risque. J'aime bien parce que Hugues doit faire partie spirituellement de mon milieu, du Maroc, tellement il parle avec les mains. Écoute, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui sont nés en Algérie. Et ben voilà, on n'en avait pas parlé avant. Bon, moi c'est le Maroc. Donc ça vient peut-être un petit peu de quelque part. Non, mais c'est en fait au-delà de ça. La passion, tu nous l'as transmis. C'est-à-dire que tu en parles depuis tout à l'heure, c'est le sujet, mais tu l'incarnes. Par contre, je suis aussi sûr et certain que tu ne l'étais pas avant vis-à-vis de ça. Et je vais aller plus loin. Tu vois, quand tu parles de prendre des risques, de te dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ça fait partie de la passion de ce que tu résous comme problème. Mais j'ai l'impression que c'est un mode de vie qui te plaît. Moi, je veux comprendre avant. Est-ce que tu jouais plat du pied sécurité? Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique comme CEO, puisque mon premier job, ça a été d'être journaliste. D'accord ? J'ai été journaliste pendant 1 an dans un hebdomadaire français. Et en fait, c'était trop franco-français pour moi. Et là, le fait d'avoir vécu au Mexique, le fait d'avoir des parents nés en dehors de France, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est un virus, je te le dis Yacine, c'est un virus qui s'appelle le virus de l'international et du multiculturel. Et ça, c'est quelque chose de fondamental chez moi. Je ne suis pas quelqu'un de franco-français. Je ne supporte pas ce qui est franco-français. J'ai toujours travaillé dans un environnement international. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis journaliste et que je commence un peu à m'ennuyer? J'ai l'opportunité de partir à l'autre bout du monde, au Chili, dans un truc absolument fou. Je vais travailler comme attaché d'ambassade à l'ambassade de France au Chili. Et là, je découvre un pays qui sort du régime Pinochet. On est en 1990 et qui est en pleine reconstruction démocratique. Et là, j'ai une vie absolument passionnante pendant 4 ans, où je vois un pays qui redécouvre la démocratie, une presse qui découvre ce que c'est que la liberté de la presse, pouvoir s'exprimer librement.
un milieu économique qui se réouvre vers l'international, une démocratie qui s'installe dans les partis politiques, dans l'opposition. Et j'ai assisté pendant 4 ans à quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire et qui m'a vraiment passionné aussi, c'est la mutation d'un pays, d'un régime autoritaire, d'un régime dictatorial vers une démocratie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément. Donc c'est le changement et le challenge. Changement, challenge, double langue. J'avais fait de l'espagnol au lycée, mais là, je travaille en espagnol pendant 4 ans. Et c'est ce qui m'a permis de devenir complètement bilingue. Et ça, c'est une grande chance aussi. Je parle dans mon activité professionnelle tous les jours. Je parle en anglais, en espagnol, en français. Je baragouine en italien avec mes équipes italiennes. Mais c'est ça aussi qui me fascine. C'est effectivement un écosystème international, multiculturel, où il y a une certaine complexité à piloter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon ADN. Tu rejoins Santévet quand ? Après, je rentre en France. Le ministère des Affaires étrangères me happe. C'est la direction de la presse qui me demande de diriger un magazine du Quai d'Orsay qui s'appelait Label France, comme un label. Il y avait 3 langues, il me demande de développer les langues. Je fais 9 langues. Je développe le magazine en langue arabe classique. Je développe le chinois. On fait vraiment beaucoup de langues. Et ça me fascine. Et ensuite, je suis happé toujours dans l'écosystème journalistique, et là on est toujours dans le service public, hein, et moi j'ai cette double culture aussi du service public pour lequel j'ai énormément de respect et du monde privé. Je suis happé par Radio France Internationale, et on me demande de m'occuper du développement des RFI à l'étranger, c'est-à-dire d'aller négocier des installations de relais FM à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Asie, donc avec une équipe. Quand même, ou pas forcément ? Pas seulement. Okay. À l'époque, RFI parlait 25 langues. Okay. Et là, je retrouve un écosystème multiculturel, multilinguistique, avec cette complexité, avec l'intelligence qui se construit de la comparaison. Et de se dire que, voilà, la réalité de l'équipe vietnamienne, de l'équipe vietnamienne d'RFI, c'est d'avoir lutté contre le communisme au Vietnam. Et puis, dans l'autre sens, il y avait aussi des journalistes de toute origine, politique, culturelle, etc. Et ça a vraiment forgé chez moi une curiosité intellectuelle très grande, très forte. C'est l'idée de te dire qu'il n'y a rien... C'est-à-dire qu'un jour, tu le prends pour acquis, le lendemain, tu sais qu'il y aura un événement qui va te montrer que c'est faux. Oui, c'est ça qui ça s'appelle la serendipity en anglais, la sérendipité en français. C'est cette capacité à s'adapter à un environnement qui peut être complexe et qui peut être changeant et qui te permet, et c'est utile comme talent dans une entreprise, d'avoir cette capacité justement de temps en temps de pouvoir changer de cap. C'est bien de garder un cap, mais l'entreprise m'a appris qu'on doit aussi, par moment, changer de cap. Et ça se fait avec de l'expérience, avoir vécu et souffert aussi des mauvaises expériences. Et c'est comme ça que je pense que je me suis bonifié avec le temps, si je puis dire, et que je peux aujourd'hui prendre des décisions, y compris audacieuses, parce que j'ai une expérience internationale, culturelle, multiculturelle, et après de business, qui fait qu'aujourd'hui, je peux piloter le groupe Santévet, je dirais, de manière dynamique, je crois, et l'inscrire voilà, dans une histoire qui est celle d'un groupe européen qui se construit lentement, sûrement, mais qui est en train de devenir une plateforme digitale de services destinée aux propriétaires d'animaux de compagnie, et qui, je crois, a toute son utilité, comme tu l'évoquais au début de notre entretien, et dont je me sens responsable. J'ai tellement l'impression que tu n'es jamais satisfait de choses ou que tu n'es jamais rassasié et que tu veux toujours un nouveau challenge. Je pense que ça a des choses très positives, mais aussi potentiellement ses limites, et on en parlera plus tôt par la suite. Moi, je veux comprendre une chose, elle est toute simple, ma question, et on va pas refaire littéralement chaque étape de ton CV, mais on a bien compris ce qui te drive. Pourquoi tu rejoins la boîte familiale ou la boîte de ton frère, en tout cas, à cette époque ? Alors, je rejoins parce que j'ai un petit trou dans la raquette dans mon parcours, où j'ai monté, après une expérience internationale à Radio France Internationale, puis dans l'univers du satellite. Je me dis, bon, ben voilà, maintenant, je vais monter ma propre boîte. J'avais envie d'être indépendant, une boîte de conseil, etc.
Et puis finalement, je pense que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. J'étais fait pour être aux manettes. J'étais pas fait pour être en posture de conseil, d'accompagnant pour des entreprises. J'étais fait pour être pilote. Et mon Donc frère... là, tu parles de l'activité, tu parles pas du fait de monter une boîte, tu parles vraiment du métier de conseil. Là, psychologiquement, ce que j'ai compris, c'est ça. J'avais vraiment besoin de reprendre les manettes d'une entreprise, voilà. Et mon frère, à l'époque, on était peut-être, je crois, 40 chez Santévet dans le groupe, me dit, écoute, l'entreprise grandit vite, on a besoin de structurer le marketing dans l'entreprise, est-ce que tu veux venir et on est en 2010. Est-ce que tu veux venir prendre en main le market du groupe Santévet? Et je lui dis, écoute, volontiers. J'ai quand même pas mal échangé avec lui sur ses attentes, sur le marché que je connaissais peu. Et j'ai dit, OK, banco, on y va. Et c'est comme ça que l'histoire des deux frères, dont il n'était pas prévu qu'ils travaillent ensemble, s'est construit, puisque c'est mon frère Jérôme qui m'a demandé de le rejoindre en 2010, en janvier 2010, dans le groupe Santévet. T'es le deuxième, toi? Moi, je suis le dernier. Donc c'est ton aîné, c'est le deuxième. Un de mes deux aînés, oui. Oui, le premier était juriste, tu nous disais. T'as quoi comme émotion de rejoindre ton grand frère, du coup? Alors, c'est pas un exercice complètement facile parce que... Tu le recommanderais déjà? Oui. Ok. Oui, je pense que c'est... À tes enfants, tu pourrais le recommander? Absolument. Ok. Après, je dis pas que l'exercice a été complètement simple. Hein. T'inquiète, on va parler des galères. Parce que viennent se mélanger des relations fraternelles avec des relations... c'était mon patron. Hein. Ouais. C'était mon patron. Bien sûr. Très clairement. Il m'a demandé de prendre en main le market. Et ensuite, j'ai pris en main le service commercial, le service client. J'ai à peu près... Tu m'as dit, t'as tout fait. J'ai fait à peu près tous les jobs chez Santévet, ce qui est très bien parce que ça m'a permis d'avoir une vision vraiment 360 de l'entreprise. Et puis, voilà, d'apprendre sur le tas. Mais t'es légitime de faire toutes ces choses-là sous demande ou directive de ton grand frère? Oui, moi je lui étais extrêmement reconnaissant de m'avoir offert cette opportunité. Et mon frère est quelqu'un qui aime donner sa chance, et c'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie, qu'il continue à faire comme entrepreneur à ceux qui l'accompagnent dans ses aventures professionnelles. Il m'a donné ma chance, oui, très clairement. Et je vais te dire une chose, Yacine, je pense que si j'avais été mauvais, il m'aurait viré. Et si j'avais été mauvais, nos actionnaires m'auraient débarqué. Donc j'ai eu un peu la chance, effectivement, de pouvoir rentrer dans le groupe par la grande porte, entre guillemets, puisque j'étais adoubé par mon frère. Mais il est certain que... et la question s'est posée, jusqu'à quand je suis le frère d'Hugues, le frère de Jérôme, pardon, en tant qu'Hugues. Jusqu'à quand je suis le frère de Jérôme? Et c'est vrai que c'est une question qui m'a taraudé. Et finalement, petit à petit, j'ai compris que j'étais capable de construire, je dirais, ma propre compétence au sein du groupe, et à telle enseigne qu'effectivement, j'en ai gravi les échelons. Il m'a confié ensuite la responsabilité de la direction générale de l'entreprise. Puis, avec l'accord de nos actionnaires, il m'a confié le poste de CEO, lui se mettant en retrait comme président du board. Okay. Et me laissant effectivement tout l'opérationnel du groupe. Moi je t'embête là-dessus. Hein. Tu nous dis que tu es très reconnaissant que ton frère t'ait donné la chance. Moi, oui. Je vais la prendre différemment. Il t'a déjà dit merci? C'est une bonne question, Yacine. Je pense que... Mon frère est un garçon un peu réservé de personnalité, moins extraverti que je ne le suis. Et je pense que sa façon à lui de m'avoir dit merci, c'est le fait qu'il m'ait confié les rênes du groupe. Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau merci que celui-ci. Mais au fond, si ma question sous-jacente, ou plutôt ce que je veux dire, c'est évidemment qu'il t'a proposé, qu'il t'a offert une opportunité, mais tu l'as aidé. T'as aidé sa boîte à être valorisée. On va parler, je crois qu'il a fait aussi peut-être une partie en cash-out, donc c'est aussi ça. Donc il a capté la valeur de ce qu'il a créé. Et on va parler aussi de la croissance. Ok, les premières étapes sont dures, mais tu as apporté quand même pas mal de valeur. Oui, j'ai apporté toute la dimension internationale du groupe. Et je refais mon Quai d'Orsay, mon RFI, parce que j'avais cette culture internationale que lui n'avait pas. Que lui n'avait pas, il faut le reconnaître.
Et je pense Arrêtez d'être humble, chers entrepreneurs. non. Je pense que lui ne l'avait pas. C'est très clairement. J'ai apporté la culture internationale chez Santévet. On a ouvert la Belgique. Ensuite, on a ouvert l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et maintenant, avec une acquisition en Grande-Bretagne, parce que ça faisait complètement partie de mon ADN et de mon mindset. C'est pas quelque chose qu'il avait lui. Mais c'est toujours pareil. À l'heure des bilans, je sais pas qui doit à qui. Je me sens encore infiniment redevable à l'égard de mon frère, et c'est normal, puisqu'il m'a permis finalement de prendre son rôle. Et c'était son entreprise. C'est lui qui l'a créé. Je pense que ça l'est moins aujourd'hui. Il est toujours actionnaire. Je pense que ça l'est moins parce que mon frère est un serial killer entrepreneur. Et donc, il a besoin, lui, de monter des projets, de passer d'un projet à l'autre. Il a remonté d'autres choses. Et ce qu'il a fait par la suite, il continue à monter d'autres formes d'entreprise, mais il est toujours entrepreneur et il le sera jusqu'à la fin de ses jours. Vous parlez, je t'embête un tout petit peu, après j'arrête là-dessus, vous parlez de Santévet au repas de famille ? Là, ça fait un petit peu de temps qu'on n'en a pas parlé tous les deux de Santévet. Parce qu'au final, c'est presque ton univers aujourd'hui. C'est devenu le mien. Alors, il suit évidemment, il suit ce que fait le groupe. C'est une certitude, mais il n'est plus du tout dans le day-to-day de la boîte. Et en revanche, on a des échanges encore sur les grandes orientations stratégiques. Oui. Et on arrive à la question que je vais te poser depuis tout à l'heure. Vas-y. 12 ans. 12 ans avant d'être CEO. Oui. C'est pas long. Non, parce que on a eu tellement à construire, il y avait tellement à faire, et puis j'ai gardé pendant ces 12 ans, comme aujourd'hui encore, la même envie d'en découdre, et la même envie en arrivant le matin de soulever des montagnes. Donc, mais tu sens, est-ce que tu peux dire, déjà il va falloir qu'on oublie ton frère, oui. Ok ? Si demain tu rejoignais une boîte lambda, t'aurais réellement attendu 12 ans avant de prendre un poste de CEO si tu t'en sens légitime au bout d'un moment ? Et du coup, la deuxième question dedans, c'est en 12 ans, est-ce qu'au bout du 8, tu te sentais déjà légitime ? Au bout du 8, en gros, j'ai pris la direction générale. Donc, on a partagé, si je puis dire, le pilotage de l'entreprise. Et à un moment donné, la question s'est posée. On ne pouvait pas être deux pilotes à bord. Mais ça n'a jamais été une vocation, en fait, c'est ce que tu dis à l'inverse ? Mais certains en rêvaient en se rasant le matin. Oui, je me préparais à cela. Donc il y avait un cap. Oui, il y avait un cap, je me préparais. 12 ans pour atteindre ce cap, je te repose la question. C'est pas long. Oui, mais ça a été, je dirais, absolument nécessaire pour bien maîtriser l'ensemble des rouages. C'est complexe de piloter un groupe sur plusieurs pays, avec des gammes de produits assez larges, avec des services qu'on a rajoutés à ce qu'on fait en corps de métier, l'assurance. Donc, oui, je pense que c'était pas trop 12 ans. Non, c'est un cycle, dans l'astrologie chinoise, c'est un cycle très positif. Non, je pense que j'avais peut-être besoin aussi de ces 12 ans pour effectivement prendre les rênes du groupe, oui. Et je te relance pas là-dessus, mais moi, ça connecte avec tout ce que tu disais depuis le départ, où moi, j'ai compris que tu pouvais vite te faire chier, qu'en fait, il y a des challenges que tu cherches, mais une fois que tu as réussi, je sais que tu vas chercher aussi d'autres choses. Et je trouve ça drôle parce que j'aurais pas dit que tu es quelqu'un de patient. Et du coup, on va arriver là-dessus. Je te relance pas là-dessus. Moi, je te relance plus sur ce métier d'assurance. Je te l'ai peut-être pas dit, mais mon papa est assureur. Alors toi, tu n'es pas assureur, tu es courtier. Oui. Déjà, tu vas nous faire une petite pédagogie sur c'est quoi la différence. Et moi, je veux comprendre une chose. Tu m'as dit une chose que j'ai adorée. En France, on croit que la santé, c'est gratuit. Oui. On le prend pour acquis. Quel est le challenge d'équiper des gens avec des assurances santé ou vie d'ailleurs, je sais pas. Assurance santé animale. Pour les animaux, alors que c'est même pas obligatoire. Non, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire. Et quand on préparait cette rencontre, je t'ai dit, je pense qu'en France, si l'assurance habitation ou voiture n'était pas obligatoire, je pense que la moitié des Français ne seraient pas assurés. Donc là, on est sur un produit qui est non obligatoire, mais un produit un peu particulier. C'est un produit qui a une charge émotionnelle très grande, puisqu'il s'agit de pouvoir protéger son animal de compagnie, lui permettre d'être soigné dans de bonnes conditions s'il est malade, s'il a un accident. Et donc, vraiment, c'est un produit... Et protéger ton portefeuille. Et accessoirement, protéger le budget familial. Bien sûr. En cas d'imprévu. Et l'assurance, c'est pas un placement. L'assurance, c'est pouvoir faire face
à un imprévu. Donc, c'est vraiment l'objectif principal d'un contrat d'assurance santé animale, c'est permettre à un propriétaire de chiens, de chats ou de nouveaux animaux de compagnie de pouvoir financer une facture vétérinaire où, aujourd'hui, la médecine vétérinaire a fait des progrès, comme la médecine humaine. Aujourd'hui, on peut mieux soigner un animal, beaucoup mieux le soigner qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et donc, effectivement, c'est une médecine qui coûte un peu plus cher. Et la question qui se posait il y a 20 ans, il y a 10 ans, en disant est-ce que je fais piquer mon animal parce que j'ai pas les moyens de le soigner, ou est-ce que je peux financer ses soins? Aujourd'hui, avec l'assurance santé animale, on peut effectivement se permettre de prendre ce risque-là et de voir sa facture prise en charge, tout ou partie, par son contrat d'assurance santé animale. Si c'est pas obligatoire et que pour autant on connaît l'amour qu'on peut avoir pour nos petits bestiaux, est-ce que tu as vu un shift dans la mentalité des gens par rapport à payer pour une assurance pour protéger tes finances, mais surtout protéger et subvenir aux besoins de vie de ton animal? Alors, le shift, comme tu dis, il est surtout sur ta génération, sur les milléniums. T'inquiète, où moi, je suis là, il y a un changement vraiment profond de rapport à l'animal de compagnie. On parle aujourd'hui de pet parent. De pet what? Pet parent. Ah, ok, donc... Mais oui, non, mais si, oui. De pet parent. Trimballer ton chien sur une poussette. Parfaitement assumé. Moi, j'ai une fille qui a 3 chats. Elle parle de ses chats comme si elle parlait de ses propres enfants. Ça t'inquiète? Et ça, c'est ça. Comment? Ça t'inquiète, toi, ou même pas ça? Ça m'inquiète si elle voulait pas avoir des enfants. Elle veut aussi avoir des enfants. D'accord. C'est pas pour les remplacer. Okay. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que pour cette génération, l'animal de compagnie a une place très, très, très particulière. Et je pensais que c'était que sur cette jeune génération. En fait, c'est pas vrai. Il y a une transformation sociétale très grande qui se fait depuis une dizaine d'années. Et on voit effectivement l'animal de compagnie prendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire un membre à part entière de la famille. Et ça dit quelque chose de l'envie de ne pas le voir souffrir, de pouvoir le soigner dans de bonnes conditions. Et donc, ça rend de plus en plus légitime le fait de prendre une assurance pour pouvoir couvrir des dépenses vétérinaires. Est-ce qu'on est... Je titille, hein. De toute manière, tu m'as dit dans cette génération, bon, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie, mais ce n'était pas encore le cas. Et dédicace à mes parents qui m'ont toujours dit non parce que soi-disant ma sœur est allergique aux poils ou je sais pas quoi. Gros mytho, il me semble. On est plus empathique que vous envers nos animaux? C'est de l'empathie, c'est de l'émotion, c'est quoi? Pourquoi nous, on est plus enclin à payer une assurance santé pour notre animal de compagnie que toi, tu l'as été? Et d'ailleurs, spoiler, je crois que tu n'avais pas d'animaux de compagnie. Non, on n'avait pas le droit, nous, à la maison, d'avoir des animaux de compagnie. Dinguerie. Mais ça, on s'est tous rattrapés parce que mon frère, dès qu'il a pu, nous aussi, on a eu des animaux de compagnie. Est-ce que vous avez, vous, dans votre génération, plus d'empathie? Je pense que dans ta génération, il y a une conception de la société, de la famille qui a beaucoup changé. Et c'est plus le modèle traditionnel avec papa, maman, les enfants. On construit le début de sa vie très différemment. Et l'animal de compagnie, il vient accompagner dans un registre affectif, dans un registre émotionnel, qui est peut-être plus le propre de ta génération que de la mienne, le début dans la vie. Et je pense que c'est ça. Et on voit bien dans les enquêtes, on a fait une enquête avec Ipsos sur cette génération dite millénium, on s'aperçoit que plus de 50 à 60% de cette génération est prête à dépenser 150 € par mois. 150 € par mois pour son animal de compagnie. Pour de la nourriture, pour les frais vétérinaires, pour de l'assurance, pour des friandises, pour des accessoires. Et ça rentre dans ce que j'ai essayé d'expliquer, qui est de considérer son animal de compagnie comme étant vraiment un membre à part entière de la famille. Et tu dis, c'est même pas que de la santé, là, c'est du bien-être, du kiff. C'est du bien-être des deux côtés. Si j'allais dire, parfois, le maître ou la maîtresse, c'est juste pour le voir jouer, il se fait du bien-être à lui-même, en fait. Absolument. Et je ne t'apprends rien. On est dans une société où il y a beaucoup de gens dans les grandes villes qui vivent seuls. Et je pense que l'animal de compagnie vient, comme un compagnon de vie au quotidien, apporter son lot d'affection, de réconfort, peut-être de désangoissant, on va dire ça comme ça. Et je trouve que nous, comment on a grandi,
Enfin, moi, je suis né en 94, donc à ce moment-là, c'est plus genre un animal de compagnie pour la famille. Mais c'est vrai qu'on a moins, j'avais moins l'impression d'avoir des jeunes étudiants ou des trentenaires qui avaient déjà un animal. Il y en a de plus en plus. Et parce qu'on a vécu du Covid, on a vécu de la solitude. Et je pense qu'en réalité, ça apporte beaucoup de choses positives. D'ailleurs, ce podcast n'est pas là-dessus. Mais cœur sur vous qui vous occupez de vos animaux. Moi, j'ai une question, je veux parler d'assurance. Il y a un paradoxe. C'est que depuis tout à l'heure, on parle d'entrepreneuriat et on dit clairement que c'est de la prise de risque, de se dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Oui. Et de l'autre côté, tu me dis que si demain l'assurance habitation, si l'assurance, l'assurance vie n'est pas obligatoire, je crois, mais il y a des assurances de voiture, etc. Si ces assurances n'étaient pas obligatoires, on ne les prendrait pas. Donc j'essaye de comprendre. Les Français, ils ne voient pas de valeur là-dessus, ils se disent juste c'est obligatoire, ou à l'inverse, ils aiment prendre des risques avec leur vie et celle de leurs compagnons. C'est-à-dire que je pense que les Français, quand ils conduisent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un risque et que si effectivement, même s'ils n'ont jamais eu d'accident, ils se disent finalement, c'est peut-être pas très important d'être assuré pour ma voiture. Si, parce qu'on peut faire des dégâts à des tiers, on peut tuer quelqu'un, on peut blesser quelqu'un, on peut soi-même se faire vraiment grand mal, et donc c'est pour ça qu'elle est obligatoire, parce que sinon ce serait un véritable danger roulant que de laisser des conducteurs sans assurance. Sur l'animal de compagnie, le paradoxe qu'on constate, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes à sacrifier des dépenses personnelles pour eux, sur la nourriture, sur leur propre mutuelle. Donc on est plus sur de la sécurité des gens qu'on aime qu'avec nous-mêmes. Oui. C'est fou, non ? Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Et oui, parce que on est dans une situation économique où il y a de l'inquiétude. C'est la palissade. J'ai l'impression que chaque année on dit ça et que c'est de pire en pire. On pourrait se dire... puisqu'on est en crise économique, les Français ont moins d'argent, font attention à tout, donc l'assurance santé animale qui n'est pas obligatoire, on la supprime, mais en fait, on c'est vit une priorité pour eux. On vit pas ce phénomène, on vit l'inverse. C'est-à-dire que dans une situation où il y a des difficultés économiques réelles de beaucoup de Français, en fait, l'assurance santé animale continue à progresser parce que on veut absolument pouvoir soigner son animal et donc, protéger celui qui est dans la famille. Raconte-moi, j'aimerais déjà, je te mets la parenthèse, petite pédagogie en 1 minute, courtier, assureur. L'assureur, c'est celui qui, c'est l'entreprise qui assume le risque. Donc c'est lui qui, au bout du bout, rembourse le sinistre, quel que soit le secteur de l'assurance. C'est pas ton cas. Non, nous ne sommes pas assureurs, nous sommes courtiers en assurance, c'est-à-dire que nous avons des accords avec des assureurs et on a un accord particulier, c'est qu'on a une délégation de gestion complète de la part de nos assureurs. C'est-à-dire qu'on se substitue sur la partie création de produits, distribution du produit et gestion du produit. On le fait à la place de l'assureur. Et ça, c'est un métier un peu particulier. Tous les courtiers n'ont pas cette délégation complète. Ils ne font pour certains que distribuer un produit. Nous, on fait création, distribution et gestion. C'est vous le gage de confiance. D'ailleurs, l'assurance derrière, elle est en marque blanche. On connaît. Moi, si je vais signer chez Santévet demain, je sais quand même... Okay. Oui. En signant un contrat Santévet, on signe un contrat Santévet avec un assureur. Avec AXA, avec Allianz, par exemple. Bon, allez, dédicace à mon papa qui est chez AXA. Mais j'avais pas le droit de mentionner d'autres marques, mais là, tu l'as mentionné. Raconte-moi une petite chose. On est dans un business où, si je comprends bien, d'ailleurs, c'est un petit peu fou ce business, c'est qu'on demande à des gens de mettre de l'argent presque de côté tous les mois, en vous le donnant, ou plutôt à l'assureur, en se disant, attention, s'il m'arrive une merde, tu me le rends. Sauf que, tu me le rends, tu suis bien mes besoins. Sauf que nous, on joue le plat du pied sécurité, on se dit au cas où. Mais vous êtes un business. Votre objectif est toujours, si je comprends bien, d'avoir plus d'argent qui rentre qu'il n'en sort. Absolument. Question toute simple. Qu'est-ce que tu fais comme jeu d'équilibriste au quotidien ? C'est quoi peut-être la métrique, la stat que tu regardes pour toujours savoir que vous êtes dans le vert ? Alors, chez les courtiers ou chez les assureurs, ou les courtiers comme nous qui avons une délégation de gestion, il y a une formule magique. Ça s'appelle S sur P, sinistre sur prime.
C'est-à-dire qu'un assureur ou un courtier ne peut pas rembourser plus d'argent qu'il n'a encaissé. Okay. Sinon, il fait faillite, tout simplement. Alors, une fois qu'on s'est dit cela, on se dit, mais comment concrètement on pilote un portefeuille et ce pilotage, c'est un exercice assez complexe qui consiste à paramétrer le contrat d'assurance. Il y a un plafond, il y a un pourcentage de remboursement, il y a parfois des franchises, il y a des actes en santé animale qui ne sont pas remboursés, notamment tout ce qui est préalable à la date d'effet du contrat. Et là, c'est un subtil équilibre qui fait que on se doit de, et c'est la responsabilité que nous avons nous en tant que courtier, de garantir à nos clients qu'on va vraiment les rembourser. Et donc ça s'appelle un pilotage de portefeuille. Ça se fait avec des métiers un petit peu complexes qui s'appellent l'actuariat. On a, nous, un pôle de 5 actuaires dans le groupe qui, justement, étudie la sinistralité race par race depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'anticipation. Donc, on est capable de construire un produit d'assurance qui est paramétré sur les réelles consommations de telle race de chien. Et on le sait, par exemple, un bulldog français n'aura pas la même sinistralité qu'un dog de Bordeaux ou qu'un caniche. Donc, ça veut dire que le prix qu'on va proposer à nos clients ne sera pas le même parce que le risque n'est pas le même. Et même la provenance, c'est-à-dire que moi, si j'adopte, et je sais que c'est plus là-dessus, je préférais adopter un animal qui a été réfugié, qui a été, comment dire, placé en refuge. Exactement. Bien sûr, et beaucoup de gens... Plutôt que payer quelqu'un et avoir une transaction financière. Écoute, là-dessus, je te félicite. Ouais, je l'ai pas encore fait, mais et si je vais voir Santé Vet demain, ça va me coûter 2 fois plus cher que quelqu'un qui allait acheter dans un... Absolument pas. Absolument pas. Autre, ouais. En fait, ce qu'on va regarder, c'est la race de ton animal, ou en tout cas, si c'est un croisé, en gros, à quoi il ressemble, quel est son âge, ça c'est important. Est-ce qu'il est vacciné vermifugé? Et ensuite, on assume, nous, en tant que courtier spécialisé dans le remboursement d'assurance santé animale, on assume le risque. Et ton animal, tu vas le chercher en refuge. Tu sais pas si dans 6 mois, il va pas avoir une maladie ou si effectivement, il va peut-être être victime d'un accident. Je ne te le souhaite pas le jour où tu auras un animal, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Et est-ce qu'il y a une variable, elle est toute bête, hein, du maître ou de la maîtresse, je sais même pas comment on appelle ça exactement, ou de la personne qui adopte cet animal. Je m'explique. Enfin, il y a des vidéos, quoi. Il y a eu de la maltraitance animale aussi. Est-ce que tu arrives à anticiper ça, ou à l'inverse, vous êtes capable de faire des corrélations et de dire ok, malgré qu'il ait cette maladie, ça fait 6 mois que tu le nourris mal, donc c'est de ta faute, on ne couvrira pas ce sinistre. On le fait pas. Ok. Mais en revanche, il y a quelque chose d'un petit peu particulier chez nous et peut-être chez des concurrents. On rembourse les consultations de vétérinaires qu'on appelle des vétérinaires comportementalistes. Donc, ce sont des vétérinaires qui sont spécialisés justement dans le comportement des animaux de compagnie et qui peuvent avoir des comportements violents. C'est un psy, quoi. C'est un peu un psy pour animaux de compagnie. Et je dois l'avouer, je pense que c'est un psy un peu aussi pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Parce que même s'il peut y avoir des problèmes génétiques, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, les comportements des chats pas propres ou des animaux, des chiens qui peuvent être, je dirais, dans des situations de stress et d'aboiement permanent, etc., il y a quelque chose à voir avec le comportement du maître, du pet parent avec le chien ou le chat. Et je sais aussi des antécédents. C'est la parenthèse, mais moi qui voulais adopter un chien, par exemple, rapatrié de Roumanie, on m'a dit attention parce que par moment, il a pu vivre tellement de traumas en enfance que c'est des choses qui vont Je te le déconseille absolument. Ok. Bon, vas-y, je te le déconseille absolument. Fais appel à une association, un refuge en France. Ils font bien leur métier. D'abord, ils les soignent quand ils les recueillent. Ils les vaccinent, ils les vermifugent. Ah, je te rassure, je passerai, si je le fais, par une asso française. Il faut faire ça parce qu'effectivement, le risque des antécédents. Alors après, même dans un refuge français, tu sais pas forcément ce qui s'est passé avant. Bon. Et on parle d'un être humain. Il y a tellement de variables qu'on n'a pas encore en compte. Oui, après, tu peux t'en rendre compte assez vite. D'un être vivant. Et il y a peut-être des petits ajustements à faire avec un vétérinaire comportementaliste. Oui. Et ça, par exemple, c'est une facture qu'on rembourse, nous, une facture de vétérinaire comportementaliste. On y arrive. Et l'idée n'est pas faire de la promo. Là, l'idée, je te le pose en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Santé Vet réussit là où d'autres ont échoué ?
Parce qu'il y a une belle phase de scaling. Si je ne me trompe pas, au moins sur les 12 dernières années où tu y es, vous êtes croissance constante. Je crois que c'est à 2 chiffres. Oui, bien sûr. Cette année, en France, on fait 30% de croissance. Et vous êtes à combien de CA environ? Je ne t'ai même pas demandé. Alors, on va encaisser en 2025 180 millions d'euros de primes. OK. On est un des acteurs importants en Europe de l'assurance santé animale. Avec un ratio S sur P à l'équilibre, j'espère. Sinon, c'est pas drôle. C'est évidemment le cœur de notre métier. Bien sûr, un ratio technique qui est tout à fait satisfaisant. J'en fais un point d'honneur à l'égard de nos assureurs qui nous ont confié cette mission, mais également par rapport à nos clients, parce que si on gérait mal notre portefeuille, demain on pourrait leur dire écoutez, je suis désolé, mais j'ai pas l'argent pour vous rembourser. Donc je reprends cette question. En fait, t'es à tripartie, quoi. Tu gères des animaux, in fine, c'est eux les bénéficiaires directs. Évidemment, la personne qui paye ton client, il faut qu'il ou elle soit satisfait. Oui. Et tu gères l'argent. Enfin, tu as des comptes entre guillemets à rendre, et on n'a même pas parlé d'investisseurs, etc. Là, on parle juste des assureurs. Elle est où dans ce triptyque la secret sauce de Santé Vet qui fait que, au-delà que ça réussisse et que ça marche, et en plus tu nous as expliqué que vous êtes presque, vous grattez encore le début du marché, mais il est beaucoup plus profond. Oui, absolument. De par l'adoption, on espère qu'il va s'en développer. Bref, comment vous réussissez là où doté? Alors, la première clé de réussite, c'est que nous sommes spécialistes. C'est-à-dire que nous ne faisons que de l'assurance santé animale. On ne fait pas d'assurance habitation, bateau, voiture. Donc vos compétiteurs sont multiples. Donc ça, je pense que c'est une des premières clés de la réussite du groupe, c'est de ne penser matin, midi et soir. On a l'expression chez nous, chez Santé Vet, on dit on pense Labrador. Voilà. Penser Labrador, c'est effectivement être certain que toute notre énergie, tous nos investissements, tout notre savoir-faire est dédié à la couverture d'assurance santé animale. Point barre. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des premières clés. La deuxième, c'est maintenant l'expérience. On a 20 ans de savoir-faire, d'informations sur la sinistralité des animaux dans plusieurs pays. Et donc, on a une capacité à proposer un juste prix. Et ça, c'est très important. Vous êtes compétitif On est compétitif. Okay, sur le prix. Ouais. Je me méfie un tout petit peu de nos concurrents qui arrivent sur le marché avec des tarifs 20 ou 30% en dessous des nôtres. Ils vont apprendre en marchant. C'est utile ce qu'ils font pour essayer de conquérir des parts de marché, mais ça ne tient pas la route sur 2 ans ou 3 ans. Parce qu'à un moment donné... on en revient à ce fameux équilibre de portefeuille. Il faut pouvoir équilibrer son portefeuille. Si tu n'as pas assez encaissé d'argent auprès de tes clients et que tu dois rembourser ce que tes contrats proposent, il y a un moment donné où il va falloir que quelqu'un paye. Et ce quelqu'un, c'est soit le client, soit le courtier, soit l'assureur, soit le réassureur, soit l'investisseur. Et donc, il y a un subtil équilibre à trouver, justement, et c'est ce savoir-faire que nous avons depuis maintenant plus de 20 ans, la maîtrise de la data, comme on dit, qui nous permet de proposer des produits au juste prix. T'es une boîte tech ? Alors, on ne l'était pas. Okay. Pour être très franc, on ne l'était pas. Ça sent les modèles sur Excel. Il y a 20 ans, on ne l'était pas. Okay. Même si on était informatisé, que nous avions notre propre outil informatique, on l'est devenu. On l'est devenu et on est en transformation digitale permanente. Permanente. Nos sites internet, les apps, le funnel, le tunnel où on fait son devis. Les actuaires, peut-être l'actuariat. Ouais. Maintenant, l'IA, qui est une déflagration dans l'organisation d'une entreprise, à tous les niveaux, que ce soit au marketing, que ce soit dans une capacité à mieux maîtriser, par exemple, et à contrôler la fraude, à pouvoir faire des remboursements automatiques, à pouvoir faire du service client automatisé en temps réel, sur des besoins simples. Sur du complexe, on va garder, nous, dans le groupe, un service client humain. Mais pour toute une série de questions, aujourd'hui, on est en train d'intégrer des chatbots, de l'IA, qui va effectivement nous permettre de répondre en temps réel à tous nos clients, quelle que soit leur nationalité. Et ça, c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Et bien malin qui pouvait dire, il y a 1 an, ce qui allait se passer. On est en train de vivre cette révolution, mais vraiment fondamentale. Je me posais juste la question tout à l'heure quand tu parlais de l'équilibre sinistre sur prime.
C'est quoi l'horizon de temps? Quand vous prenez un client, est-ce que vous êtes là sur du 3-4 ans? Non, plus que ça. Un client, on appelle ça en bon anglais la lifetime, Value, la ouais. durée de vie moyenne d'un client, elle est de 6 ans et demi dans le groupe. Oh, ok. D'accord? Ok, quand même. Ça dépend à quel âge il rentre aussi. Donc mais vos en gros, modèles, ils sont sur ça, tout en se disant que la fin de vie, il y aura plus de risques, de sinistres. Alors ça dépend, hein. Il y a Que des je- animaux qui meurent à 10 ans, donc Ouais, qui ça- s'assurent chez nous vers 2-3 ans, et puis qui voilà, meurent avec nous, si je puis dire, grâce au contrat d'assurance santé animale. Qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir les soigner en fin de vie en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que en fin de vie, il y a des frais vétérinaires importants. Comme pour nous d'ailleurs, hein. En santé humaine, c'est la même chose. Donc nous, on les accompagne jusqu'au terme, si je puis dire. Euh, on va prendre 10 steps back, on va parler de toi à titre perso. Est-ce que tu estimes qu'en 12 années, on peut parler d'entrepreneuriat, même si Oui. ça a mené à ça, je ne sais pas à quel moment tu mets la limite, est-ce que tu as déjà capté la valeur de toute la sueur que tu as sortie de ton corps pour cette boîte? Est-ce que tu es riche, Hugues? Je ne le suis pas encore. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer ce que Je ça ne suis veut pas dire? encore parce que je suis actionnaire de mon groupe. T'es pas Et sorti, du coup, t'as je pas... suis pas sorti. Je suis sorti un petit peu il y a 3 ans, mais très peu. Et je suis les cycles d'investissement de mes actionnaires qui font des cycles en général 5 à 6 ans. Et là, nous avons un cycle qui va se terminer avec les actionnaires actuels dans les années 28. Pourtant, vous avez racheté 2 boîtes là, Oui. récemment. C'est pas, Donc ça faisait partie du... Ok. Oui, ça faisait partie du scénario. Et 28, il y a un enjeu sur 28, il y a un enjeu, c'est que les actionnaires majoritaires chez nous voudront sortir, réaliser, puisque ça fera depuis 2010 qu'ils seront présents chez nous, ça fera presque 18 ans. 2012, ça fera 16 ans. C'est des cycles à peu près normaux pour des fonds de mid-cap. Ok. Et ça sera effectivement l'occasion de regarder qui sera le prochain, qui vont être les prochains investisseurs dans le groupe. Et je peux te dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de mois ou de semaines sans que je reçoive aujourd'hui des propositions de très gros investisseurs qui s'intéressent au groupe Santévet. Demain, tu as une offre qui te plaît. Ok. C'est quoi les conditions qui doivent être réunies pour que Hugues, je ne sais pas si tu as envie de rester en plus aux manettes, je ne sais pas si le nom Santévet, ton frère Jérôme a peut-être envie de le garder. C'est quoi les conditions? Bon, hormis le prix, j'imagine bien que tu ne vas pas m'annoncer un prix dans le podcast, mais qu'est-ce qui est important pour toi de te dire, ok, je vois une perspective de choper la richesse que j'ai créée et en même temps de dormir plus ou moins sereinement. Je dis bien plus ou moins. Écoute, je pense que ça dépend beaucoup de qui sera le prochain investisseur actionnaire majoritaire chez nous. Et en fonction de ça, je déterminerai, moi, ce que je fais, c'est-à-dire est-ce que je poursuis l'aventure, est-ce que je me positionne comme président du conseil d'administration, du board, comme on dit en anglais, pour accompagner une équipe suivante qui prendrait mon relais. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un plan. Ça dépend de l'enjeu. Comment ? J'allais dire que ça dépend de l'enjeu. Je m'explique s'ils veulent... Ça dépend du profil des investisseurs, Scaler. ça dépend de qui ils sont, si c'est un fonds d'investissement américain, si c'est un grand assureur, si c'est... J'aurais pas forcément le même rôle. Et puis, bien malin peut savoir ce qui va se passer dans 3 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai un plan très simple, c'est de développer l'entreprise, faire en sorte qu'elle soit de plus en plus rentable, qu'elle puisse de plus en plus satisfaire les clients. Et là, on a un enjeu gigantesque avec toute cette transformation digitale qu'on est en train de faire. Donc, pour l'instant, je dirais que moi, mon cap, c'est 3 ans. Donc, tu es encore dans le jus, là, en fait. Je suis dans le jus, comme on dit. Et avec un cap, quand même. Je suis dans le jus avec un cap. Je suis dans ce qu'on appelle en bon français l'execution process. Voilà. Eh ben moi, je vais parler du post-execution process et de ce cap. Je vais te titiller. Je te demanderai pas ton âge, mais est-ce qu'on peut parler de retraite? Alors, je ne prendrai jamais de retraite, Yacine. Je ne prendrai jamais de retraite. Ouais. Et je vais te confier quelque chose. Moi, j'ai monté une fondation. Et ça sera, je ne sais pas quand, mais mon après Santévet, je vais rendre, d'une manière ou d'une autre, tout ce que j'ai reçu dans ma vie et me mettre au service des autres. Pourquoi ? Tu te sens redevable de quelque chose ? Je me sens profondément redevable d'avoir eu cette chance de pouvoir
être en bonne santé, d'avoir pu développer une entreprise à forte valeur ajoutée pour les clients, pour les actionnaires. Et j'ai envie de me mettre au service, parce que j'ai appris pas mal de choses depuis tant d'années, j'ai envie de pouvoir aider demain ceux qui, peut-être dans ta génération, démarrent leur vie professionnelle, auraient besoin d'être accompagnés, soit en termes d'expérience et de savoir-faire, soit en termes de fonds. Et ça sera l'objet, c'est l'objet de ma fondation. C'est un peu mise des pieds à l'étrier, c'est accompagnement, c'est formation. Je crois beaucoup à la formation, et y compris dans des métiers dits techniques qui ont été bien souvent dévalorisés en France. Et voilà, c'est l'objet de cette fondation qui s'appelle la Fondation de l'Adret et qui sera ma future vie professionnelle. Alors déjà, hâte de la voir. Deuxièmement, je bois tes mots, surtout la mission. Et je veux te parler de ça, moi. Le mot retraite, moi, je l'ai découvert quand j'avais, je pense, 14 ans. Enfin, je le connaissais un petit peu dans le jargon, mais parce qu'à 14 ans, il y avait eu la réforme des retraites. Et déjà à l'époque. Déjà à l'époque, c'est te dire. Chaque année, chaque budget, on en entend parler, plus ou moins. Et surtout, on avait fait blocus devant mon lycée. Moi, j'ai 14-15 ans, j'arrive au... Je sais même pas pourquoi je suis là, mais on me dit blocus, pas cours, je dis let's go. Maintenant, j'essaie d'intellectualiser. On m'a parlé ensuite du bac, puis ensuite des grandes études. Puis évidemment, dans tout ça, on parle du CDI. Et puis, on parle de la retraite dedans. Le fait de cotiser pour un truc que tu vas toucher dans 42 annuités, si tu es encore en vie. Qu'est-ce que tu penses dans la culture et l'éducation française que le mot retraite et CDI soit dans la tête des gens avant même le mot entrepreneuriat, passion, bonheur, création de valeur? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Écoute, tout à fait entre nous, je suis extrêmement surpris que à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, on ait déjà une angoisse à l'idée de ne pas toucher une retraite. Ou pas la bonne, en tout cas. Ou en tout cas pas la bonne. Je ne me suis jamais posé ces questions. Quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'y suis allé franco, et en me disant, je me retrousse les manches et on y va. T'as jamais vécu tes expériences dans l'espoir de vivre d'autres expériences, dans l'espoir d'avoir le plus gros salaire? Non, absolument pas. T'étais pas... Absolument pas. Tu parlais de carrière? Mais je n'y ai jamais pensé, peut-être, je sais pas, avant l'âge de 50 ans. Jamais le mot retraite ne m'est venu à l'esprit. Jamais. Et parce que je me suis toujours concentré sur la vie à construire là, maintenant, et me permettre effectivement de créer, de m'amuser aussi. C'est très important dans sa vie. Il faut avoir aussi une dimension ludique. J'ai jamais pensé une fraction de seconde à ma retraite. Jamais. Donc je suis un petit peu étonné, effectivement, qu'avant d'avoir démarré quoi que ce soit, on ait déjà l'obsession et qu'on aille faire grève dans un lycée à l'âge de 14 ans pour sa retraite, supposé ou pas supposé, etc. Bon, la retraite... Mais ça t'étonne ce que je te raconte? Ou en vrai, Non, je comprends pas. Très honnêtement, je comprends pas. Mais quand je dis ça t'étonne, c'est que ça t'étonne de cette nouvelle génération qui réfute tout ce modèle de CDI et de passer 30 ans dans la même boîte pour les raisons potentielles que je viens de t'évoquer? Ça me gêne pas. Moi, j'ai pas passé 30 ans dans la même boîte. On peut changer de métier plusieurs fois dans sa vie. Je l'ai fait. Et je pense que on met un peu la charrue avant les bœufs, là. Je pense que dans la construction de sa vie... Alors, ce qui a pu changer, c'est que la relation au travail est un petit peu différente. Hein. Moi, j'ai jamais compté mes horaires. Je ne sais pas si je travaille 60 ou 70 heures par semaine, mais probablement. Et un peu de week-end aussi, de temps en temps. Et je suis, en 35 heures, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Et on a vécu, à ma génération, une époque où la vie dans l'entreprise, c'était une grande partie de sa vie. Voilà. Aujourd'hui, je comprends parfaitement qu'on veuille concilier vie personnelle avec vie professionnelle, avoir du temps pour s'occuper de ses enfants ou de ses animaux de compagnie, et pouvoir profiter de la vie, faire des treks, aller voyager, etc. Je le comprends infiniment, et je comprends qu'on puisse avoir envie de cela aujourd'hui, et c'est bien différent de ce que moi j'ai vécu quand j'avais 20 ans. C'est ma dernière question, je te laisse le mot de la fin, surtout que tu as un train, et je suis désolé, j'ai un tout petit peu gratté le temps, mais t'inquiète, tu seras à l'heure. Question toute simple. T'as combien d'enfants? 2. Tu as 2 enfants, et moi je veux parler plus d'héritage, et il ne sera pas financier, et je voudrais savoir c'est quoi l'héritage que tu transmettras à tes enfants, mais que tu peux déjà transmettre à mon micro auprès de tous nos auditeurs, pour parler à cette prochaine génération, à moi et tes enfants, pour qu'on puisse vivre de notre passion.
C'est quoi la chose qui Je qui peux nous te répondre. manque? Moi, j'ai 2 enfants qui ont choisi des métiers extrêmement différents de celui de mon épouse qui est magistrate et de moi-même chef d'entreprise. L'une est make-up artiste et c'est une passion. Et c'est clairement lié à l'entrepreneuriat pour moi. Alors, il y a une dimension très entrepreneuriale Très chez elle, c'est indépendante. très clair, très indépendante avec tous les risques qui vont avec et les hauts et les bas. Et mon fils, lui, a choisi d'être professeur de littérature française parce que c'est une passion aussi pour lui. Donc, en fait, ce que j'ai réussi avec ma femme à transmettre, c'est les enfants, choisissez vraiment le métier qui vous passionne. Mais c'est juste, hein, là-dessus, c'est tellement large que comment tu as réussi à les aiguiller? Et ils ont construit leur chemin tout seuls. Hein. Ils ont hérité peut-être d'une certaine force de caractère de leur mère et de leur père. Et puis, à un moment donné, mon fils, il a fait d'abord des études de droit, parce que ma femme avait fait des études de droit. Il a fait des études de sciences politiques, parce que j'ai fait Sciences Po. Et il est venu un jour nous dire, écoutez les parents, je ne serai pas magistrat, je ne serai pas avocat, papa, je ne serai pas chef d'entreprise, je ne travaillerai pas chez Santévet. Et nous, on l'a regardé avec mon épouse, on s'est dit, mais mon fils, que vas-tu devenir? Et il nous a regardé, il a dit, professeur de littérature française. Eh ben, dédicace, parce que je sais pas Et j'ai trouvé ça extraordinaire. s'il n'était pas allé dans ces chemins de se dire, je vais marcher sur les traces de mes parents, peut-être qu'il serait pas arrivé à ce moment à se dire, en fait, je peux le faire, mais je veux vivre de ma passion. Dédicace à ton fils, dédicace à ta fille Merci aussi, infiniment. et à ta femme. Et un grand merci, Hugues. Merci Ça va, t'as Yacine. pris un peu de plaisir? Grand plaisir de Tu m'as partager. demandé avant, est-ce que ce sera d'une traite? Je crois que tu as compris que c'est que d'une traite avec moi. Donc voilà, un grand merci en tout cas d'avoir pu transmettre justement une partie de ton héritage aux gens qui nous écoutent. Moi, j'aime bien terminer là-dessus, mais un grand merde à toutes les personnes qui tentent, comme moi et comme Hugues qui a déjà réussi, de vivre de leur passion. La société, et moi le premier, vous remercie et vous dit force. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye, Merci. Hugues. Bye. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.